Bien, écoutez, bonjour à tous. On va s'assurer que l'innovation de l'intervention à distance du docteur Scalafori soit bien au point. Peut-être que je vous propose en préalable avant. Alors c'est pas une table ronde, hein, on a un sujet un petit peu particulier, c'est intitulé brainstorming. Donc on va essayer naturellement de vous réveiller juste après la pause repas. Et peut-être je vais laisser les intervenants se représenter, notamment avec leur titre complet, parce que je pense que dans l'intitulé même des titres, vous allez voir certaines innovations. Peut-être Anaëlle ? Oui, bonjour à tous. Donc Anaëlle Valdois de l'ANAP, directrice du pôle des usages du numérique et de l'IA, du coup depuis cette semaine. Bonjour à toutes et tous, donc Stéphane Kirch, directeur des technologies de la santé, de l'innovation et de l'ingénierie clinique pour le groupement hospitalier Nord-Saône-et-Loire-Bresse-Morvan, qui intègre à la fois le biomédical, l'informatique et une DRCI. Et Pierrick Bedouche, donc effectivement, moi je suis pharmacien, je suis PUPH de pharmacie clinique et je suis chef de pôle au CHU de Grenoble. Donc merci de nous accueillir dans votre belle région, très innovante également. Et puis j'ai la chance de croiser plein de camarades pharmaciens. Ah oui, alors et puis est-ce que Christian Scalafori c'est là ? Très bien, bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, même si vous êtes notre témoin européen puisque travaillant à Genève. Oui, exactement. Donc, moi, je suis Christian Scalafouris. Donc, c'est l'Europe au sens large, hein, continentale et Schengen, pas Union européenne. Mais moi-même, je suis pharmacien, chef de projet aux hôpitaux universitaires de Genève. Et donc, cela fait maintenant 8 ans que je travaille en Suisse. Très bien, merci de nous recevoir. Donc on a un sujet assez vaste à traiter, hein, médicaments, dispositifs médicaux, innovation. L'union fait-il la force ? Alors ça tombe bien, il y a beaucoup de pharmaciens, mais aussi on est dans la ville de Pasteur, donc on dirait que toutes les planètes s'alignent. Donc l'idée est bien de savoir vers quelle union doit-on aller pour à la fois moderniser nos établissements, intégrer l'innovation et travailler ce sujet à travers l'union cliniciens pharmaciens, l'union système d'information patient médecin, l'union également droit et innovation, l'union gouvernance et innovation, et comment articuler tous ces sujets-là pour s'emparer finalement des innovations et voir comment les métiers peuvent être impactés, nos métiers peuvent être impactés par l'innovation. Et là, on se concentrera naturellement plutôt sur le métier de la pharmacie, puisque nous avons deux représentants de la pharmacie. Et question est toujours là parce que moi je ne le vois pas. Ah, Genève a disparu. Bon, écoutez, on va laisser les techniciens régler le sujet sans difficulté. Très bien, merci. Voilà, donc la question peut-être, et ça c'est un petit peu l'union du national et de local. On a la chance de vous recevoir, Anaëlle, donc vous êtes là au titre aussi de l'ANAP, et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre vision finalement nationale aujourd'hui de l'innovation. Alors en numérique essentiellement, savoir comment ça se passe et de nous donner quelques exemples, concrets aujourd'hui de ce que vous pouvez voir, puisque vous avez la chance d'avoir une vision nationale pour le coup des sujets. Alors on va parler d'innovation, mais plus particulièrement aujourd'hui d'IA, parce que ça fait depuis quelques temps qu'on travaille notamment avec la DGOS sur l'observatoire des usages de l'IA en santé. Aujourd'hui, on entend le mot IA partout, dans toutes les tables rondes dans lesquelles on peut aller dans la santé. Et le sujet aujourd'hui, c'est de se rendre compte que l'IA est déjà adoptée dans nos établissements sur des sujets variés, au-delà de l'imagerie qui est maintenant assez classique en termes d'IA. Donc du coup, la démarche, c'est de recueillir les usages que vous, établissement, vous faites, à la fois sur des sujets RH, des sujets administratifs, mais également sur des sujets de laboratoire, de pharmacie, on y reviendra. Et donc du coup, l'objectif sur cette plateforme, et en tout cas dans la rencontre avec les industriels, c'est de recueillir à la fois les bonnes pratiques sur comment on réussit à mettre en place ces IA, et également pourquoi les établissements l'ont mis en place, et donc du coup sur ces mises en place, comment on pourrait soit partager les bonnes pratiques pour qu'elles soient mises dans tel établissement ou non, en fonction des cas territoriaux.
Et vous avez quelques exemples concrets à nous donner aussi d'usage, hein, puisque c'est bien le terme de votre direction aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'en ai 50 actuellement sur la plateforme, donc je vais pas toutes vous les détailler, surtout qu'il y en a que vous connaissez certainement par cœur. L'exemple qui nous tient à cœur en 2025, c'est tout ce qui va être planning. Il y a de planning, moteur de règles de planning sur tout ce qui est administratif, bloc opératoire et urgence notamment. Aujourd'hui, on a des établissements qui ont mis en place, que ce soit dans le public, dans le privé et même dans le médico-social, des projets pour révolutionner, c'est exactement comme ça que les cadres nous le disent avec leurs mots, la gestion du planning en établissement. Alors c'est des cas d'usage qui nous remontent sur à la fois un gain de temps pour les professionnels, mais également une sécurisation. On parlait beaucoup d'attractivité ce matin, avec des personnels qui peuvent voir à la fois plus en amont leur planning et du coup s'adapter à leurs différentes contraintes. Donc c'est un exemple plutôt dans la fonction, donc ça révolutionne tout l'hôpital en soi, surtout pour la partie soignant. On a également des médecins maintenant qui utilisent ces types de solutions pour automatiser tout ce qui va être garde, notamment dans les établissements. On pourra parler plus en détail de comment on met en place, mais on a organisé en début d'année un duel IA contre cadre pour essayer de montrer que ce type de solution peut réussir. Donc on a mis dans une salle des cadres d'un côté et avec l'IA et des cadres sans IA, des cadres de tous les établissements, publics, privés, voilà, tout le monde était représenté. Et l'objectif, ça a été de démontrer que ce type de solution pouvait rendre service. Ils sont repartis d'une feuille blanche et les plannings qui ont gagné sont bien les plannings avec IA, en tout cas sur les 4 premières places du podium, sachant qu'on a quand même quelques remarques à faire, c'est-à-dire qu'une même solution avec 2 cadres différents pouvait ne pas du tout être placée différemment, et ça retravaille sur tout ce qui va être, il faut l'organisation derrière, il faut la formation sur ce type d'outils. Mais c'est un exemple que je pourrais détailler pendant encore plus longtemps sur les plannings, on peut y revenir si besoin. D'accord, donc on a bien le sentiment qu'il y a un intérêt national pour ces stratégies. Est-ce que justement il y a une vision nationale et une aide pour mettre en place ces innovations au niveau local? Alors, sur ces questions-là, aujourd'hui, le ministère est en train d'écrire la stratégie nationale de l'IA en santé qui va sortir début juillet, annoncée par notre ministre. L'objectif, c'est de sélectionner quels sont les cas d'usage à prioriser dans la feuille de route pour les années à venir. Et donc, du coup, quels seront les différents financements qui arriveront, annonce plutôt début juillet. D'accord, merci. Parce que c'est vrai que voilà, on se pose beaucoup la question de l'innovation. Alors elle peut être là vous avez beaucoup axé votre proposition sur l'innovation informatique. Elle peut être et on le verra organisationnelle, technologique, informatique. Et la question qu'on se pose en tout cas s'agissant de l'IA, c'est on voit apparaître, vous nous avez parlé des plannings, du bloc, on voit apparaître de l'IA partout et in fine dans les centres hospitaliers et là au niveau très local, on revient sur le local. La question va être de comment on s'empare de l'IA et comment la gouvernance fait, parce qu'il y a des enjeux économiques, vous l'avez dit, comment on finance l'innovation, mais finalement comment on la cadre, parce qu'elle peut entrer partout. Et Stéphane Kirsch, je serais très heureuse de vous entendre là-dessus, puisque vous avez le biomède, l'informatique. Donc comment l'IA, comment l'innovation arrive, et puis finalement comment la gouvernance dans les hôpitaux doit s'organiser pour que d'abord elle s'implante, qu'on arrive peut-être à trouver un modèle économique, et puis qu'on soit sûr qu'on de la gérer, parce peut-être que s'il y a supplante les cadres, il ne faudrait pas qu'elle supplante la gouvernance des hôpitaux. On a effectivement depuis ce matin un déterminant commun qui est l'innovation. C'est évidemment extrêmement important parce que c'est facteur d'attractivité pour les établissements de santé. Ça permet aussi d'atteindre d'autres enjeux. Mais il est vrai que si on veut passer à des pharmaciens augmentés, parce que c'est aussi le sujet du jour, il est important de l'organiser. Alors moi je vais pas me lancer dans la définition et ça serait prendre un risque en tout cas de l'innovation, mais peut-être rappeler quelques aspects avant d'être sur on va dire des aspects beaucoup plus concrets de l'organisation et de la gouvernance. La première chose, c'est que souvent on associe l'innovation à la créativité. On en parlait encore ce matin, mais il est vrai qu'avant tout l'innovation, c'est arrêter de réfléchir avec des vieilles idées. Voilà, c'est oser et c'est un peu finalement avoir des approches différentes de ce qu'on avait certainement l'habitude d'avoir, et souvent c'est pas très compliqué et on peut obtenir des résultats extrêmement importants. La seconde chose, c'est qu'on associe souvent aussi l'innovation à la recherche. C'est pas forcément vrai, parce que finalement des innovations de rupture, il y en a très peu, et on va plutôt être sur de l'innovation du quotidien ou sur de l'innovation frugale, c'est-à-dire avec peu de moyens, faire beaucoup, même si je ferai sourire certainement certains de mes collègues quand je dis ça, pour ceux qui me connaissent bien.
Toutefois, l'innovation, c'est quelque chose sur lequel on réagit pas comme ça du jour au lendemain en se réveillant un matin en se disant tiens, je vais faire de l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui doit correspondre à votre histoire, à votre organisation et qui va devoir infuser. Voilà, on va y passer étape par étape. Il y a des référentiels d'ailleurs qui peuvent accompagner la mise en place de l'innovation dans les établissements de santé. Il y a le référentiel AFNOR ISO 56000 qui est extrêmement bien fait et qui vous permet de prendre le chemin. Mais ce qui va être extrêmement important, c'est que ça corresponde à votre identité et à votre organisation. Il y a des modèles. Nous, on a fait le choix de mettre en place une direction de l'innovation, vous l'avez compris, qui permet de réunir un certain nombre de compétences. Mais on a surtout aussi, et c'est là où je vais parler finalement de la manière dont on peut manager les choses, on a mis en place une commission de l'innovation qui est représentative finalement des différents métiers de l'hôpital. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce que l'innovation, elle appartient à tout le monde. C'est pas juste un DSI, c'est pas juste un directeur de l'innovation, mais c'est institutionnel, c'est porté par l'institution. Chaque fois que c'est possible, l'innovation est finalement un facteur ou un levier de transformation. Et donc, cette commission, nous en tout cas, qui se réunit de façon trimestrielle, permet aux professionnels, en particulier de santé, de pouvoir présenter des projets innovants qui vont certainement avoir des impacts sur l'organisation au travers des technologies ou pas, et surtout pouvoir capter tout le pouvoir de créativité finalement de nos institutions. C'est extrêmement important parce que ça doit être accompagné. Souvent, on reste au niveau expérimental et là, l'objectif de la commission, c'est dès lors qu'on s'engage dans un projet, c'est de pouvoir le transformer à grande échelle et de le diffuser à l'échelle d'un territoire. Alors l'innovation, on le fait pas seul. Très clairement, l'innovation, on va le faire avec le monde économique éventuellement local. On a de magnifiques exemples sur la région du côté de Besançon où finalement les pôles de compétitivité et les universités peuvent nous accompagner sur l'innovation. C'est extrêmement important. Et puis il va y avoir aussi toute la relation que vous allez mettre en place aussi avec le monde de l'industrie. Voilà, aujourd'hui, c'est pas toujours évident le dialogue qu'on peut avoir avec les startups. Tous les jours, il y a des startups qui viennent un peu frapper à la porte. Tu évoquais une cinquantaine de solutions autour de l'IA. Je crois qu'il y en a à peu près 1000 qui sortent par an à l'échelle de notre pays. Et donc, il faut trouver à l'intérieur de ce monde les éléments de dialogue et surtout les opportunités qui vont nous permettre de capter ces innovations. Donc, la commission, c'est un facteur qui est plutôt structurant, mais ce qui va être intéressant aussi, c'est les éléments de langage qu'on va devoir entretenir avec les startups. Nous, on s'est inscrit dans un programme national avec la BPI qui s'appelle DAPI et qui va nous permettre d'être certifié établissement achat innovant. Et typiquement, on rencontre des startups ou on rencontre d'autres organisations qui nous permettent en fait de saisir par exemple la phase de levée de fonds d'une startup et comprendre à quoi ça correspond pour se dire là il y a peut-être une opportunité pour co-développer une solution qui réponde exactement à notre besoin. Et je vais me permettre de rebondir. Si on en a que 50 sur la plateforme, c'est parce que dans toutes les 1000 que tu as citées, globalement, les établissements, ils y vont pas forcément. Parce que qui dit IA ne dit pas facile à mettre en œuvre et ne dit pas on plaque la solution d'IA sur une organisation. Si je reprends l'exemple du planning, avant de mettre en place une solution d'automatisation, faut revoir ses plannings, faut que les services, ils ont les mêmes règles, faut que, par exemple, si là, on nous donne tous les dimanches aux mamans, peut-être pas là. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à réfléchir. Et il y a beaucoup d'établissements qui viennent nous voir, qui veulent mettre en place ces solutions. Et c'est vrai, c'est un an de projet. D'où l'intérêt d'avoir une commission pour ça. Et juste peut-être nous préciser cette commission, quelle est sa composition, quel est son pouvoir par rapport, on va dire, aux autres instances dans l'hôpital, parce que on a l'impression qu'il faut quand même pouvoir aller vite, et en même temps, il y a une pluralité d'acteurs économiques qui peuvent se présenter à la porte de nos hôpitaux. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous préciser un peu la commission clair, et comment vous travaillez? Pour être très clair, elle n'est pas au-dessus des processus hospitaliers. Très clairement, c'est une commission qui est composée de médecins, de paramédicaux, de directeurs des différentes fonctions qu'on retrouve à l'hôpital. On va avoir des représentants des usagers. Elle va établir en fait à la fois les modalités qui vont permettre d'analyser et pourquoi pas retenir un projet. Après, on rentre forcément dans le processus des plans d'investissement, et tout ce qui va être associé aux procédures d'achat. Mais il n'empêche que ça va être des facilitateurs, en tout cas, pour permettre à des équipes de transformer finalement peut-être une idée en véritable projet institutionnel et pourquoi pas à l'échelle d'un GHT. Ça peut être aussi facteur de motivation, je disais d'attractivité tout à l'heure des équipes. Le fait d'aller chercher finalement sur le terrain aussi ce potentiel, en tout cas de créativité et d'idées, c'est aussi permettre à des soignants de sortir un peu de leur quotidien et de leurs habitudes et devenir un peu des entrepreneurs. Voilà. Et c'est vrai que aussi bien pour les équipes soignantes, mais aussi pour les équipes, par exemple, du système d'information, c'est extrêmement important. Ça donne du sens aussi au travail, de voir finalement que leur investissement quotidien se transforme en vecteur de transformation des organisations ou pourquoi pas de l'offre de soins à l'échelle d'un territoire.
Vous avez raison, et puis on y reviendra sur l'importance de l'attractivité, mais aussi de l'impact sur nos métiers. Là, on voit l'impact aussi, par exemple, avec une gouvernance nouvelle, une commission qui émerge dans une organisation classique d'établissement. Donc, il faudra au cours de nos échanges, on revienne sur l'impact sur les RH, finalement, nos métiers, en termes d'attractivité, mais certainement en termes à la fois peut-être de crainte et puis d'évolution des métiers. Moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez revenir, parce que c'est vrai que vous avez à Chalon, du coup, et vous êtes plutôt en avance sur cette gouvernance de l'innovation. Et en même temps, j'aimerais savoir un petit peu votre point de vue sur voilà tout le chapitre sur la certification HAS aujourd'hui, qui de fait, de façon c'est assez nouveau, traite de l'organisation de l'innovation dans nos hôpitaux. C'est-à-dire qu'on voit aussi que au-delà de l'aspect technique, l'innovation peut être tout à fait liée aussi à la qualité des soins qu'on peut proposer, ou en tout cas qu'on peut espérer développer encore mieux dans nos hôpitaux. Oui, absolument. On sort d'un cycle de certification de nos établissements de santé à l'échelle de notre GHT. C'est pas tout à fait terminé, mais on voit bien qu'effectivement l'HAS cherche à comprendre comment finalement l'innovation elle est diffusée à l'échelle des établissements, comment finalement les professionnels s'approprient tous ces nouveaux outils. Il y a beaucoup d'aspects liés aussi à la sécurité, comment on encadre effectivement les usages, et comment les professionnels de santé sont sensibles aussi ou sensibilisés à toutes ces problématiques et les limites liées en tout cas à l'usage du numérique en santé. En tout cas, aujourd'hui, très clairement, la HAS le dit, c'est un facteur et un levier de transformation de nos organisations. C'est un facteur de qualité et de sécurité des soins. On a eu énormément de points qui ont tourné autour de la formation et l'accompagnement, en particulier autour de la simulation en santé. Ça fait 10 ans qu'on a un centre de simulation en santé à l'échelle de notre GHT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même ce centre, il est en train de muter, parce que là où il était très fixé sur la pratique par simulation, aujourd'hui, ça devient aussi un incubateur de formation à l'usage du numérique, justement à l'appropriation aussi des nouveaux outils, entre autres tournés vers l'intelligence artificielle. Et s'agissant, enfin vous l'avez évoqué, mais on voit bien que votre commission, finalement, c'est une union un petit peu particulière, et c'est ce que vous aviez évoqué dans votre commission pour s'emparer en fait de l'innovation. Vous avez bien une union entre des cliniciens, des pharmaciens, des patients. Vous nous avez cité les représentants des usagers. C'est vrai que c'est extrêmement important. Peut-être que c'est un sujet qu'on souhaite creuser, parce que finalement c'est de l'innovation qui, à un moment donné, à laquelle est confronté le patient. Donc comment l'appréhender. Et puis vous le dites aussi, le DSI, ou en tout cas l'ensemble des systèmes d'info qui sont majeurs. C'est essentiel d'impliquer effectivement les métiers dans la réflexion. D'ailleurs, souvent les besoins viennent du personnel soignant. La place des usagers, elle est essentielle. En fait, on sous-estime, je pense aussi, peut-être des fois l'impact et les attentes que peuvent avoir les usagers vis-à-vis de tous les outils, toute l'information et toute l'innovation. En fait, pour les usagers, voir un établissement travailler autour, et en tout cas porter sa politique autour de l'innovation, en particulier technologique, pour eux, c'est rassurant. Voilà, et c'est vrai que on préfère certainement aller dans un établissement qui affiche de l'innovation à tous les niveaux et qui rassure en fait en termes de qualité de prise en charge. On est beaucoup interrogé sur les outils que l'on intègre. Les gens sont absolument pas réfractaires à l'IA, ils se posent juste les questions que nous nous posons. Voilà, en disant finalement que deviennent mes données, est-ce qu'on est garanti finalement des résultats, mais pour eux, c'est assez rassurant. Ils se disent que finalement, c'est un niveau de compétence un peu complémentaire, et qui peuvent en tout cas améliorer aussi, pourquoi pas, l'identification de nouvelles pathologies, ou en tout cas pour accompagner la thérapie. Peut-être sur ces questions qu'on doit se poser, est-ce que vous pourriez, vous en avez cité un certain nombre, les rappeler, c'est-à-dire finalement, de façon très pratico-pratique, parce que l'innovation, voilà, ça peut être, vous l'avez dit, chacun peut s'en emparer, c'est surtout changer sa manière de voir. Donc chaque établissement, quelle que soit sa taille, qu'il soit très sanitaire ou médico-social, peut tout à fait aujourd'hui s'emparer de l'innovation, mais peut-être de rappeler les quelques questions, comment voilà borner l'intégration de l'innovation dans nos organisations. À quelles questions faut-il se poser quand même quand on va avoir par exemple une start-up qui va nous proposer un outil sûrement merveilleux, et voilà, quelles questions vous conseillez de se poser très clairement sur plusieurs champs avant d'intégrer l'innovation? Alors déjà, on part des référentiels de sécurité, évidemment, quels qu'ils soient d'ailleurs, de sécurité informatique ou autre, pour garantir que finalement l'offre qui nous est faite
technologique ou autre, elle est bien, je veux dire, dans le cadre, en tout cas, de la réglementation. Elle est bien conforme, en tout cas, aux règles de sécurité. Ça peut être le CE médical, évidemment, la classe 2A, 2B, etc. Et puis, si oui ou non, ça répond au référentiel de sécurité informatique. Et là, on a des RSSI, on a des compétences particulières dans nos établissements de santé qui nous permettent de nous le garantir. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du RGPD, évidemment, l'usage de la donnée. On a aussi énormément de données du côté de la CNIL. Déjà, qu'on a passé ces filtres-là, on a à peu près sélectionné que la moitié des startups qui se présentent à la porte de l'hôpital. Voilà. Et après, on va rentrer sur la notion d'usage, parce qu'ils arrivent avec de grandes idées, des tas de fonctionnalités. Des fois, c'est extrêmement redondant par rapport à ce qu'on peut avoir, mais surtout, c'est pas peut-être au niveau de la performance, en tout cas, qui nous est affiché. Et là, on va rentrer dans des démarches, ce qu'on appelle des preuves de concept, donc les POC, les fameux POC, dans le langage, on va dire, courant. Et donc là, on va se donner la capacité à évaluer la performance de l'outil et se dire, finalement, oui, cet outil vaut la peine, et on y va ou on n'y va pas, en résumé. Mais on s'appuie aussi beaucoup sur la NAP, on s'appuie beaucoup sur des institutions, non, mais qui nous rassurent aussi, parce que souvent ils ont un peu fait le travail en amont pour nous, et du coup quand il y a des, je dirais des portails qui référencent les solutions, ça nous permet aussi juste d'aller quelquefois juste passer commande et puis de passer à la phase plutôt de déploiement et d'accélérer un peu le processus. Je donnerais bien un autre exemple d'IA qui a complètement changé et qui a fait partie, je pense, d'un bon exemple d'innovation. Il y a des EHPAD et notamment le CHRU de Brest notamment qui a déployé une IA qui s'appelle l'oreille augmentée. Donc dans des EHPAD ou dans des services à long séjour DMS, c'est-à-dire une oreille qui est dans la chambre, qui va écouter tous les bruits, qui va les analyser et appeler le soignant en fonction de comment le bruit est perçu par la machine. Si c'est un vomissement, si c'est une chute, si c'est un appel, et ça marche même si le patient, par exemple, vous savez, crie longtemps, la machine va apprendre et va dire c'est pas un cri d'appel, c'est un cri classique. Ça permet, parce que j'ai l'habitude de toutes les questions, ça permet de différencier la télé, ça permet, voilà. Donc c'est une technologie qui aujourd'hui est assez répandue et connue sur la scène de l'IA. Et si on reprend cet exemple par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a eu vraiment un temps d'adaptation, et pour que cette innovation ait réussi à être déployée, c'est les patients en fait et les aidants qui ont demandé à avoir ce type de technologie au sein du service. On pourrait penser que justement être écouté dans la chambre pour le résident, ça aurait pu être quelque chose de plutôt un frein, et en réalité c'est les patients qui ont poussé, il y avait le besoin côté patient, et c'est comme ça que les projets ont été mis en place. Et le frein majoritaire, ça a été plutôt les soignants qui étaient eux-mêmes écoutés dans leur pratique. Et donc du coup on arrive sur des questions juridiques et d'éthique qui sont plus complexes, d'où le lien avec le DPO, le RSSI, et j'ajouterais du coup votre équipe juridique pour ce type de technologie. Mais comme quoi, on néglige parfois le besoin patient qui fait remonter des idées. Et donc, du coup, dans ce cas-là, une solution aujourd'hui qui est citée en exemple pour d'autres types en tout cas, de fonctionnalités actuellement. L'accompagnement au changement, une fois de plus, est extrêmement important dans nos processus, surtout qu'on installe des outils dits d'intelligence artificielle, qui des fois a été identifié, développé par peut-être une équipe, mais quand on passe à la grande échelle, souvent il faut quand même l'accompagner. On parlait d'opportunités autour de l'innovation, de métiers. Typiquement, ça nous a permis de définir un nouveau métier à l'échelle des établissements. On a travaillé avec la DRH à ces sujets-là. Il y a énormément de professionnels de santé qui sont en reconversion ou qui arrivent en fin de carrière, qui peut-être sur leurs dernières années veulent mettre leurs compétences à disposition de l'établissement de façon un peu différente. Donc on a aujourd'hui des référents cliniques qui accompagnent ces usages, qui expliquent, qui rassurent. Comme c'est des professionnels de santé qui viennent de la santé, forcément ils ont les mêmes éléments de langage et c'est beaucoup plus facile pour accompagner une infirmière, une aide-soignante. Mais aujourd'hui c'est notre plus grand défi, puisque les technos, quand même, dans la majorité des cas, répondent à nos besoins. Merci. Vous soulignez l'accompagnement du changement et l'impact sur les métiers. Et voilà, je propose que maintenant on analyse plus précisément les impacts sur le métier finalement du pharmacien. Alors avec la vision du CHU de Grenoble, mais également la vision des hôpitaux universitaires de Genève. Donc là, de fait, sur la pharmacie, et vous nous le direz, professeur Bédouche, l'innovation, notamment la robotisation, l'automatisation, mais je sais également
aux UG que voilà, finalement les processus sont assez anciens. Ce qui était de l'innovation aujourd'hui est en routine chez vous, mais peut-être de nous préciser comment vous avez mis en place ces innovations organisationnelles. Quel type d'union finalement à l'intérieur de l'hôpital vous avez dû nouer pour vous assurer qu'elle s'implante, et puis également aussi de nous dresser un petit peu comment vous voyez l'avenir, c'est-à-dire au-delà de ces innovations, robotisation, automatisation, qui vous permettent, si j'ai bien compris, aussi d'avoir de la data, de la donnée au niveau de la pharmacie. Voilà, qu'est-ce que ça va vous permettre de proposer dans les hôpitaux, c'est-à-dire d'aller encore un petit peu plus loin par rapport finalement au métier initial, voilà, de pharmacien. Donc voilà, je vais peut-être, alors je sais pas si c'est vous qui commencez ou le docteur Scalafouris. Je me lance, Christian, si ça te va. Oui, vas-y, bien sûr. Reprendras. Merci. Effectivement, ça fait beaucoup de sujets. Alors déjà, effectivement, on peut appliquer la réflexion à la pharmacie comme on peut l'appliquer à plein d'autres disciplines et domaines. Un des points peut-être qui nous permet d'avoir une vision avec du recul et puis transversale, c'est justement l'exercice transversal de l'utilisation du médicament, qui n'est pas, nous on est un des médicaments et dispositifs médicaux, on est un des premiers acteurs, mais le médicament il va être utilisé par tout le monde, par les infirmiers, et ça va être très important, c'est-à-dire que ça touche beaucoup à l'organisation des soins dans les unités de soins, par tous les professionnels, forcément les médecins qui sont à l'initiation de la prescription, du suivi, de la réévaluation, et je pense que notamment Christian pourra revenir sur les questions d'aide à la décision, et puis le patient lui-même. Et notamment à Genève, il y a des choses très intéressantes qui ont été faites. Alors peut-être pour repositionner effectivement, parce qu'on va parler d'avenir, d'innovation, mais c'est intéressant de regarder un peu dans notre rétroviseur. Bon, au CHU de Grenoble, comme dans plein d'autres établissements autour de nous, c'est des réflexions qu'on a commencé fin des années 90, début 2000. Donc ça nous permet de regarder quand même avec finalement en 20, 30 ans, 25, 30 ans ce qu'on a fait. Point de départ était vraiment d'avoir un outil et un système informatisé qui permet d'avoir une structuration des données, on reviendra dessus, sur le médicament. Et puis, je passe quelques étapes. Une fois qu'on a fait ça, il y a eu ces questions, effectivement, de s'intéresser à une des parties du métier de pharmacien, qui était peut-être celle qu'on voyait beaucoup avant, et on en voit d'autres aujourd'hui, qui est l'aspect chaîne logistique, de mise à disposition du produit dans le circuit. Et c'est là que les solutions d'automatisation ont pu être déployées. Alors on a un certain nombre à en avoir déployé, donc bon, voilà, c'est vrai que sur le CHU de Grenoble, on a déployé ça depuis 2005 avec des automates et des robots de délivrance globalisée, et puis aussi ce qu'on appelle des armoires à pharmacie sécurisées, qui sont des armoires automatisées qu'on va mettre directement dans l'unité de soins. Donc j'ai envie de dire, l'utilisateur ne devient plus quasiment la pharmacie, c'est vraiment l'infirmier. Et pour le faire rapidement, mais à chaque fois à ces étapes, en tant que praticien, on a observé des choses. Et c'est ce que Stéphane Kirch mentionnait juste avant. Un des éléments, moi, qui m'a le plus marqué, c'est les modifications organisationnelles qui ont été induites et introduites par le fait qu'on introduise de la technologie. Et sans l'avoir forcément anticipé ou prévu. Donc j'ai pu observer un certain nombre de modifications au sein de la pharmacie. Donc évolution de positionnement, par exemple, de préparateurs en pharmacie. Leur métier a évolué. On n'avait pas forcément suffisamment de recul pour pouvoir l'anticiper, le prévoir. Donc je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, ça rejoint ce qui a été dit, c'est que quand on sait qu'on va mettre en place une nouvelle solution, on va dire on se limite à techno, mais techno, ça veut dire que inévitablement c'est une modification organisationnelle. Des fois, ça peut être aussi la techno un levier pour faire avancer une organisation dans un sens qu'on avait déjà bien identifié, mais qui pour plein de raisons, voilà, il y avait des points qu'on n'arrivait pas à accompagner. Et puis l'autre élément, c'est que ça nous permet derrière, et vous l'avez mentionné, d'avoir un système global et de produire, et ça on reviendra dessus, une donnée. Alors moi j'ai tendance à dire que cette donnée, quand on la produit sur le circuit du médicament et par la pharmacie, que ce soit avec nos robots, les systèmes informatisés, elle est assez propre. Elle est assez propre parce prescrire un médicament est une donnée très structurée. Un antibiotique, ça se donne avec une certaine voie d'administration, à un certain horaire très précis. Donc voilà, donc tout ça, inéluctablement, depuis très longtemps, c'est très structuré. Et aujourd'hui, et il faut effectivement qu'on puisse le valoriser encore un peu plus, et on commence à le faire. Moi, je suis dans un établissement où il y a un entrepôt de données de santé. C'est la valorisation de cette donnée. Alors, en tant que chercheurs et enseignants, forcément, on va penser recherche, à tous les travaux qu'on peut générer dessus. Oui,
Mais ce qui m'intéresse beaucoup en tant que chef de pôle, c'est le levier de pilotage que ça nous donne tous ensemble. Et je pense que ça, c'est un des enjeux majeurs. C'est-à-dire, et en tant que pharmacien hospitalier, il y a le pilotage des processus que j'ai en charge, qui sont effectivement la pharmacie, le circuit, mais du fait qu'on produise une donnée très très propre et rigoureuse, et puis bah voilà, les pharmaciens, c'est pas pour rien qu'on nous qualifie d'apothicaires, on est assez rigoureux, analytique. Cette donnée, elle doit pouvoir servir à plein de choses, et ça doit être un proxy pour expliquer plein de moments de l'organisation, du parcours du patient ou de la vie de l'hôpital. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un des enjeux innovants qui va venir, c'est qu'on valorise vraiment toutes ces données. Et là, on parlait dans l'hôpital, mais ça a été mentionné. De plus en plus, l'hôpital, c'est un groupement d'hôpitaux publics. Ce serait bien que ce soit un peu plus large. Et puis, ça a été discuté sur la responsabilité populationnelle. L'enjeu, il est le parcours du patient. Donc, vraiment, les enjeux d'innovation, pour moi, en valorisation de données, vont être là. Et voilà, il y a encore plein de choses à faire, et notamment, pour parler du pharmacien augmenté, on a besoin aujourd'hui aussi, dans l'exercice de notre pratique, notamment la pratique de pharmacie clinique, qui est de pouvoir sécuriser l'utilisation du médicament, avoir des outils qui s'appuient sur ces nouvelles technologies. On a des systèmes d'aide à la décision, mais notamment l'IA. Et je pense, si vous m'y autorisez, à passer le relais à mon camarade genevois, qui a une grande expérience du domaine. Ne lui passez pas le micro, je pense qu'il va y arriver. Docteur Scalafouris, on vous laisse prendre le relais sur l'expérience de Genève, à la fois des organisations, des innovations organisationnelles et puis technologiques, et comment de fait aussi vous parce que je sais que vous êtes un petit peu sur les mêmes sujets, l'utilisation de la data après avoir aussi robotisé, informatisé votre circuit du médicament. En effet, merci Pierrick pour cette passation, pour ce passage de flambeau. Il est vrai que nous, aux hôpitaux universitaires de Genève, on a déjà une particularité qui est que notre dossier patient informatisé est un produit local. Donc, il est développé par notre DSI depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, ce qui permet d'avoir une grande flexibilité dans la création de nouveaux services, de nouveaux micrologiciels qui vont venir s'implanter dans cet écosystème. Si je reprends plus précisément les aides à la décision pour le service du pharmacien clinicien, nous avons développé à l'interne un outil qui nous permet de capter des situations à risque depuis l'entrepôt de données cliniques qui est interrogé pour agréger des informations, qu'il s'agisse de laboratoires, de prescriptions médicamenteuses, de signes vitaux, et produire des alertes pour identifier des situations critiques et intervenir de manière très ciblée. Cet outil, cette démarche, cette approche de pharmacie clinique est venue en appui d'une approche plus conventionnelle. Nous avons des pharmaciens qui montent dans les unités de soins, qui participent aux visites médicales et qui apportent leur expertise autour du médicament aux médecins directement. Et finalement, on a au HUG un système hybride qui s'appuie à la fois sur une activité en présentiel dans les unités de soins, plus une activité à distance, en back-office, depuis un ordinateur, pour couvrir des risques réputés majeurs directement depuis notre système d'aide à la décision. Et si je vous parle de tout ça, c'est que derrière cette activité, cette innovation autour du déploiement d'un outil, nous avons évalué le retour sur investissement indirect que cela pouvait constituer. Et notre évaluation, en partenariat avec la direction des finances, montrait qu'un pharmacien à l'étage permettait d'économiser 4 francs pour 1 franc investi en termes de prévention de risques d'événements indésirables. Le pharmacien qui est derrière son ordinateur, qui utilise ce système d'aide à la décision, va lui contribuer plus fortement à hauteur de 8 francs économisés pour 1 franc investi en raison du ciblage de ces situations particulièrement critiques. Et on a là un modèle intéressant qui nous a permis de défendre en réalité des postes, d'être armés pour demander des ressources supplémentaires. Et le tout a été salué et nous avons obtenu au total, aujourd'hui nous sommes 10 pharmaciens cliniciens qui utilisons en routine une aide à la décision, qui exploitons une innovation qui se veut être un accompagnement dans l'amélioration de l'efficience.
Ça, c'est un premier aspect. Et puis après, nous avons, j'ai un autre exemple assez emblématique, qui est l'utilisation d'un cockpit, d'un dashboard, qui va nous permettre de traquer en temps réel les quantités de médicaments prescrites dans notre institution et de les confronter aux quantités réellement disponibles dans notre stock à la pharmacie, mais également réparties dans les unités de soins, dans ces armoires sécurisées. Et cela a été largement motivé par la crise de la Covid, où nous avions des ruptures à tous les étages. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment un outil qui nous permette d'avoir un signal faible pour identifier des situations potentiellement critiques. Est-ce qu'on a assez de médicaments pour soigner des patients pendant 72 heures, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une situation alarmante parce que on a un médicament jugé critique qui va être amené à manquer en raison d'une trop forte consommation. Et le fait d'avoir un outil de ce type, une organisation humaine qui va traiter de l'alerte produite par l'outil, va nous permettre d'être beaucoup plus efficients dans nos processus métiers. Et je rebondis également sur l'intervention de Pierrick, qui consiste à dire que finalement, le pharmacien augmenté, aujourd'hui, en quoi il va consister? J'avais tout récemment entendu une conférence qui disait que finalement, devons-nous nous inquiéter, nous, en tant que pharmaciens, du fait que l'intelligence artificielle va pouvoir à terme nous remplacer? La réponse qui nous avait été apportée, je la trouvais assez séduisante, c'est que non, l'IA ne va pas nous remplacer. Par contre, le pharmacien qui utilise l'IA va remplacer le pharmacien qui ne l'utilise pas. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on a des outils assez basiques dans leur fonctionnement qui font de l'intelligence artificielle symbolique, vraiment de bas niveau, mais on est en train de concevoir un socle d'acquisition d'un tout un tas de données qui répondent à nos besoins métiers. Et demain, j'ai le souhait que ces données soient valorisées de telle sorte à ce que des modèles d'intelligence artificielle plus efficients, plus modernes, viennent apporter un réel soutien dans la prédiction d'un problème médicamenteux chez un patient ou d'une rupture de stock à partir de toutes ces données qui ont été engrangées et qui nous ont servi dans nos prises de décision au quotidien, dans nos processus métiers. Je voulais réagir. Christian et Pierrick nous rappellent un enjeu, mais essentiel de nos systèmes d'information, qui est la disponibilité de la donnée. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on base tout sur un système d'information qui rendrait la donnée disponible. On sait ô combien, et c'était rappelé ce matin par nos collègues de Vesoul, combien il est difficile de disposer de cette donnée et de pouvoir la structurer. Voilà. Alors très clairement, ça aussi c'est un changement de paradigme et ça réinterroge complètement aussi l'architecture de nos systèmes d'information. Nous, on a eu une réflexion institutionnelle il y a plus de 3 ans et on a décidé d'organiser les choses en se disant l'interopérabilité on la réglera pas comme ça, les formats de données et d'échange sont pas prêts d'être identiques d'un système à l'autre, même si la volonté des éditeurs aujourd'hui est d'y aller certainement pour des raisons économiques avant de servir les hôpitaux. Donc nous on a fait le choix de mettre en place un concentrateur de données cliniques qui va permettre de dépasser effectivement toutes ces limites aujourd'hui qui nous sont posées par les formats, qui sont rendent en tout cas aujourd'hui l'information difficile auprès des équipes soignantes. Et l'objectif entre autres de ce concentrateur de données, c'est justement d'accompagner les parcours et d'alimenter les systèmes d'intelligence artificielle avec nos données locales, pas celles du nord-américaine ou je ne sais quel coin du monde, mais avec ce que nous on produit pour justement pouvoir sortir des éléments, des informations qui accompagneront la prise en charge à chaque étape de prise en charge du patient, mais aussi qui permettront d'augmenter finalement les compétences de nos professionnels, car je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La question n'est pas de remplacer, la question est d'améliorer, d'accompagner et de faciliter, au-delà peut-être un peu de la surproductivité. Alors, peut-être juste préciser pour les non-initiés, qu'est-ce qu'un concentrateur de données ? C'est-à-dire que toute votre production de données, que ça soit dans un logiciel d'anesthésie, de réanimation, dans votre DPI, que ça vienne finalement des laboratoires de ville, de votre serveur de résultats du laboratoire, peut-être des données de pharmacie, on va se retrouver finalement au même endroit, on va faire les choses assez simplement, dans une logique séjour patient. Vous aurez l'arborescence en fait de tout ce que vous allez produire à l'échelle de votre établissement et de votre GHT autour du patient, et vous allez pouvoir à la fois alimenter des systèmes à partir de la donnée structurée, d'IA entre autres, et puis surtout vous allez pouvoir accompagner la coordination des soins et pourquoi pas renforcer le lien ville-hôpital.
et je pense, moi, je vois, je ne l'utilise pas, mais je regarde ça avec beaucoup d'intérêt pour un des points qui est majeur aujourd'hui, qui est la cybersécurité. Et qu'est-ce qu'on fait le jour où on sait tous que où on est confronté effectivement à un problème de perte de notre système d'information. Et effectivement, je vois un gros intérêt à cette approche. Où on est tous passés, et certains d'entre nous on l'y a encore, même si on a fait toutes nos procédures, tout ce qu'il fallait, on a nos mallettes de papier en urgence, les impressions, etc. Et je trouve que cette approche, effectivement, par concentrateur, si je dis pas de bêtises, c'est finalement aussi d'archiver quelque part sous un format même PDF des fois, mais ça permet sans doute aussi d'assurer à minima un PRA. Et on le sait, pour les établissements qui ont subi ces événements, alors je me dis en tant que pharmacien, on est un des secteurs qui est très impacté, comme d'autres bien sûr, mais notamment par exemple pour la reprise en charge des patients atteints de cancer où on doit reprendre les chimiothérapies, ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois à revenir, et donc il n'y a pas que la phase aiguë. Et je pense qu'effectivement cette approche d'archivage informatique un peu parallèle, elle peut être très importante pour la cybersécurité. Je vais juste reprendre la casquette ANAP un petit peu. Juste, on parle de données cliniques, mais si on peut aussi utiliser ces concentrateurs pour avoir des tableaux de bord automatisés avec des petits indicateurs pour aider le pilotage. Il y a beaucoup d'établissements qui seront très demandeurs d'avoir ces indicateurs automatiques. Un petit tableau pour la direction générale avec, pas que des données cliniques. Ça peut être très intéressant. Et alors peut-être pour poursuivre la comparaison, parce que donc vous citez en France plutôt d'orientation concentrateur, aussi pour des liens ville-hôpital, et puis aussi pour assurer la sécurité. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'exemple suisse, parce qu'il me semble, et nous avons un de vos confrères suisses ce matin qui expliquait qu'il n'y avait pas de dossiers médicaux communs en Suisse, et je crois que l'une des forces des UG, c'est votre système d'info, mais qui a une particularité par rapport à nos historiques en France pour justement innover et développer vos propres outils d'aide à la décision. Oui, en effet, comme je l'expliquais juste avant, nous avons cette culture du développé maison. Donc le DPI et DHUG a fêté ses 25 ans, il me semble, ou on n'en est pas loin en tout cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données qui ont été initiées dans le DPI sont encore aujourd'hui existantes. Donc on a un agrégat de données gigantesque, ce qui nous permet en effet d'avoir de la matière pour de la recherche qui se veut très pratique, très appliquée. Et dans notre cas, c'était un des leviers majeurs pour pouvoir développer notre système d'aide à la décision, puisqu'on a pu avoir l'accès à la donnée, l'identification qui était facilitée car les données étaient parfaitement structurées, et la mise en place de requêtes ensuite qui permettaient de dire voilà, j'ai un laboratoire, une prescription médicamenteuse, ces deux valeurs sont anormales, en combinaison l'une de l'autre, je veux être informé. Donc, c'est vraiment une grande force que nous avons à Genève du fait de ces choix qui étaient stratégiques, d'avoir vraiment la main mise sur le DPI et sur l'organisation de l'information. Tu voulais que j'apporte peut-être des réponses sur la résilience, enfin sur la cyber-résilience évidemment. C'est un outil qui nous permet d'être plutôt à l'aise sur la question de la reprise d'activité et de la continuité d'activité. C'est un élément d'ailleurs qui a été noté par l'HS lors de leur visite. Sur la question des tableaux de bord, c'est l'étape d'après, évidemment, et c'est un engagement que j'ai pris auprès de ma direction générale et on le mettra en place, ça c'est sûr. Il nous faut de la donnée. Aujourd'hui, on a 7 ans d'antériorité. On va essayer d'aller au-delà, évidemment. Et puis, on parle d'outils d'intelligence artificielle. On commence, nous, à aller sur des outils qui vont nous permettre même de prédire. Alors, la dégradation du patient, c'est une chose, mais aussi, par exemple, l'affluence dans les services des urgences. Ça peut être aussi, à partir de données locales, des outils que l'on pourrait utiliser. Et puis, l'étape d'après, après avoir monté le dossier CNIL, ça va être aussi de travailler sur les cohortes de patients. On parle de responsabilité populationnelle. C'est aussi un des objectifs qu'on nous sommes donnés à partir d'un ensemble de données, qu'on aura réunies autour d'un outil.
Et peut même aller plus loin sur tout ce qui est prédiction. On a même des hôpitaux au-delà de la prédiction des flots d'urgence qui maintenant sont capables de prédire le temps de passage dans un lit, quand est-ce que le patient va sortir, est-ce qu'il va ou non se dégrader. On va jusque là quand on a un concentrateur de données et qu'on a appris sur l'historique. Aujourd'hui, pas dans votre région, mais on a des hôpitaux qui commencent à avoir ça en routine. Et pour la gestion des lits, c'est quelque chose d'assez fou. Merci. Et alors, en vous écoutant, voilà, on entend que vous avez dit, voilà, c'est le pharmacien qui restera, c'est celui qui sera emparé de l'innovation finalement. Mais il y aura toujours des pharmaciens. Et de fait, l'innovation quand même peut faire peur. Hein. Enfin, vous avez fait un match cadre de santé IA, et donc à un moment donné, on se dit oui, mais quid des métiers à l'hôpital par rapport à cette innovation qui pourtant fait partie de l'attractivité, est demandée par nos usagers, et puis est là et nous ouvre des potentialités énormes, on le voit, y compris sur le pilotage du parcours patient interne. Voilà, donc j'aimerais vous poser la question là, de comment vous voyez les impacts sur vos métiers, finalement, de l'intégration de l'innovation, soit aujourd'hui, soit comment vous pouvez imaginer aussi des impacts pour voir si quelle innovation en termes de métier hospitalier aussi on peut commencer à anticiper. Je vais peut-être commencer sur la pharmacie. En tout cas, effectivement, donc la pharmacie a quand même évolué dans le périmètre de ses fonctions. Donc, je pense que vraiment aujourd'hui, et ça a été mentionné, c'est un domaine où on doit. En fait, il y a tellement de missions supplémentaires qui sont assumées et absorbées que on ne voit pas l'arrivée d'outils qui aident comme un risque. En tout cas, on a au moins cette opportunité de faire qu'on peut rassurer tout le monde, et que bien sûr il y a toujours de la résistance au changement, c'est normal dans tout processus, mais en fait ça nous permet d'augmenter, de faire un peu plus, de guider, d'accompagner, comme ça a été mentionné par Christian, d'arriver à sécuriser un périmètre plus large des prescriptions que ce qu'on arrive aujourd'hui à faire. Donc après effectivement il y a la question de nouveaux métiers. Et ça, on discute avec plusieurs collègues, même qui sont dans la salle, c'est de se dire, pendant longtemps, la pharmacie, c'était des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des magasiniers. Eh bien, comme on l'a vu peut-être chez les collègues biologistes, où il y a de la bioinformatique, nous, de plus en plus, avec ces solutions, il y a les questions d'avoir des profils un peu plus techno, d'avoir des techniciens dans nos équipes. Alors oui, on l'avait fait aussi pour certains avec des collègues, des personnes avec des profils logisticiens, par exemple. Mais donc, ça ouvre effectivement aussi le besoin de ces nouvelles compétences, avec deux enjeux qui sont la remarquable opportunité de permettre et de proposer à nos collègues qui ont envie d'évoluer, parce que l'hôpital, je le vois en pharmacie, c'est génial, moi j'adore ça. Quand je vois des parcours de professionnels ou de vie, en fait, de gens qui ont commencé effectivement en pharmacie, ils étaient des fois SH ou aides-soignants, en fait, on a une forte possibilité de faire évoluer les carrières. Donc ça, c'est un premier levier. Et puis l'autre levier, c'est ce que je disais en préparant cette session. Moi, de plus en plus, depuis quelques années, je vois arriver des profils qui s'intéressent à la santé, brillants, talentueux, que je ne voyais pas avant. De l'ingénierie, de l'informatique, du management, de la gestion des organisations. Et donc ça, je trouve que c'est aussi une très belle opportunité pour nous de faire venir des talents. Et dans ce qui était discuté ce matin, on le sait, on est sous contrainte importante, mais ça nous permet aussi de mettre en avant la force de notre activité, de nos hôpitaux, où une des grandes valeurs qu'on a, c'est de permettre de faire évoluer des carrières. Donc je pense que ça, c'est vraiment, c'est pas sur le volet statutaire, c'est sur le volet compétences, et ça nous permet aussi d'avoir, en ayant l'approche compétences, de faire accompagner le fait que il y a peut-être des choses qu'on va plus faire. Voilà. Donc je pense que cette approche compétences, en se disant il y a de nouvelles compétences dont on va avoir besoin, soit on va les chercher, soit on s'y forme, en ayant l'opportunité de proposer que ça rentre dans le projet managérial d'une équipe. Voilà, en tout cas pour la pharmacie. Je ne sais pas si dans d'autres secteurs... Je vais peut-être juste laisser le docteur Scalafouri réintervenir, parce que je crois qu'après vous avez un impératif, voire aussi nous dire à Genève finalement, est-ce qu'il y a des métiers, alors sur le métier du médicament, qui sont nouveaux, que vous avez développés, à l'instar de ce qu'a pu commencer à évoquer le professeur Bédouche. Oui, en effet, sur le déploiement de nos armoires sécurisées de distribution des médicaments, nous avons eu un projet autour de cette innovation qui consistait à accompagner la création d'un nouveau bâtiment avec le déploiement d'armoires sécurisées, et c'était un réel levier pour nous,
que de pouvoir mettre en place ce type de dispositif en plus d'accompagnement humain. L'idée, c'était de répondre à un besoin des soignants en leur disant, nous allons désormais gérer nous-mêmes la pharmacie, vos stocks médicamenteux dans vos unités de soins par le biais d'une technologie, d'une innovation. Mais en plus de ça, nous allons apporter de la ressource humaine en termes de préparateurs pour venir faire le réapprovisionnement de ces armoires. L'idée, c'est de détacher du temps soignant pour des activités de soins. Et nous reprenons l'activité autour de cette gestion logistique médicamenteuse. Et finalement, nous sommes rentrés dans un modèle vertueux où nous avons pu déployer cette technologie. Aujourd'hui, nous sommes à une centaine d'armoires sécurisées déployées. Et à chaque fois qu'il y a un tel déploiement, nous avons un bout de poste en préparateur qui accompagne tout nouveau déploiement. Donc, on a finalement une réelle opportunité autour de l'innovation d'apporter une technologie et une organisation humaine dans un modèle qui tient tout à fait la route et pour lequel aujourd'hui les équipes soignantes sont très demandeuses.